Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Il y en a qui se souviennent un peu de ce qu'on a vu la dernière fois. Oui. Oui. Les troncs d'arbres qui avaient calé dans soit une vase ou quelque chose qui était boueux et sédiments mous. Et c'était pétrifié. Il y avait Olio qui me parlait de pétrifié. C'était quoi pétrifié ces choses-là? On va revoir ça aujourd'hui. Olio, ça va répondre à tes questions. Oui. Ali. Ouais. Ben, pourri. Les intérieurs. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'effectivement, donc comme ces arbres-là étaient dans plusieurs couches de sédiments, soit qu'il s'est accumulé plusieurs couches de sédiments sur des millions d'années en entour d'un arbre, ou soit que l'arbre a coulé dans des couches de sédiments qui étaient déjà là, et qui étaient toutes molles au moment qu'il s'est enfoncé. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ça avec le catastrophe du mont Sainte-Hélène à Washington, lorsqu'il a été rentré en éruption. Il y a plusieurs couches, soit à des millimètres ou des mètres, peu importe, mais c'est plusieurs couches successives d'accumulation de sédiments qui se sont faits, mais en quelques jours. Donc, ça prend pas nécessairement des millions d'années pour qu'il s'accumule des sédiments. Ça prend juste une grosse catastrophe pour que ça arrive rapidement. C'est ce qu'on observe, c'est ce qui est observable. Le reste, si je te dis millions d'années, c'est parce que c'est jamais observable. C'est comme la formule magique, c'est mettre du temps. À chaque fois que tu mets du temps, oui, mais là, on peut pas observer ça parce qu'on n'a pas de temps. Mais la formule magique, c'est pas du temps. La formule magique, c'est qu'on n'en a pas de formule magique. Autrement dit, embrasse une grenouille, elle va devenir un prince. Là. Il n'y en a pas de formule magique. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut observer? Qu'est-ce que la science nous dit? Parce que si c'est pas observable, c'est déjà pas scientifique. Ça ne rencontre pas les standards de la science. Une science, tout ce qui est scientifique doit être observé. Il doit avoir une répétition. Il faut être capable d'observer les éléments qui sont répétitifs. 2 plus 2, 4. 2 plus 2, 4. À un moment donné, tu finis par le savoir que 2 plus 2, ça donne 4. Même affaire, si tu peux pas l'observer, c'est pas de la science, c'est de la théorie. C'est pas parce que tu mets une théorie dans un contexte scientifique que ça en fait de la science. Ça fait juste que le mettre dans un contexte scientifique. Ça fait juste essayer de lui donner de la valeur ou du poids pour, dans le fond, faire en sorte que ton conte de fées a plus l'air de quelque chose de vrai. Oui. Ça fait penser à l'annonce. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce à un moment donné de Jean Coutu. C'est les vendeurs de chars usagés. Puis il dit, cette auto-là, c'est vraiment une bonne voiture. C'est Jean Coutu qui l'avait. Là, le client disait, là, Jean Coutu, ah oui, le Jean Coutu. Puis là, il ouvrait la valise, puis il y avait un sarrau dans la valise. Ah, il a même oublié son sarrau dans la valise. Puis là, tu avais l'autre à côté qui disait la même affaire pendant que lui était avec son client, puis il venait d'ouvrir la valise, puis il montrait le sarrau. Il disait, c'est une bonne voiture. Il montrait une autre voiture, puis il disait, c'est Jean Coutu qui l'avait, puis il ouvrait la valise, puis il y avait un sarrau dans la valise. C'est comme le fait que Jean Coutu avait une bonne réputation, c'est comme il pouvait tout vendre les autos, mais c'est pas parce que tu lui donnes tu sais, dans le fond, t'as beau mentir, ça ne donne pas plus d'appareil à ton histoire. Ça fait pas plus que ça fait pas de ça quelque chose qui est plus véritable. Donc, on commence. Comprenez le sens de ce que je dis. Donc, on a vu comme Émilie et Olivier nous l'ont dit, les troncs d'arbres se sont enfoncés dans plusieurs couches de sédiments. Donc, on les voit ici, ces fameux troncs d'arbres-là, qui sont dans plusieurs couches de sédiments, et les couches de sédiments sont là, donc définitivement, il s'est passé quelque chose. Donc, la façon que ça se passe au déluge, hein, les troncs d'arbres se sont couchés. On a vu ça avec le mont Sainte-Hélène, comme des brindilles, au final, par l'explosion de vapeur du mont Sainte-Hélène. Même chose quand les écluses se sont ouvertes, et puis les sources des abîmes ont explosé. Donc, les troncs d'arbres se sont couchés et on voit qu'ils descendent tranquillement selon la sorte d'arbre, qui s'enfonce dans les sédiments. Et ça, c'est vraiment une reproduction d'une montagne en France où il y a plusieurs troncs d'arbres qui sont couchés dans plusieurs couches de sédiments. Manquait de quoi? Donc, les fossiles polystrates, c'est supposé être écrit, que nous retrouvons partout dans le monde sont bel et bien la confirmation d'une catastrophe globale liée au déluge d'eau de
du temps du déluge de Noé. Donc, la pétrification, pour répondre un peu à Julio, ce qu'il posait comme question la semaine passée, est le processus de transformation de la matière organique en pierre ou, par extension, en une matière qui est minérale. Donc, on voit encore une fois des troncs d'arbres qui sont pétrifiés, qui sont devenus de la roche. Donc, il y a eu de l'eau qui était en entour de ces troncs d'arbres-là. L'eau s'est retirée, les minéraux sont restés là, c'est devenu comme de la roche. En géologie, le terme pétrification est quasiment synonyme de celui de fossilisation. L'emploi de l'expression bois pétrifié renvoie à des tronçons d'arbres fossiles. Les pseudo-scientifiques évolutionnistes vous diront nécessairement que le remplacement de la matière organique en minéraux prend en soi des dizaines de millions d'années, ce qui est absolument faux. Encore une fois, on va défier les théories évolutionnistes pour remplacer ça avec quelque chose qui est réaliste et qui tend plus vers quelque chose de raisonnable en étant créationniste. Donc, tout ce qui monte par en haut, dans une grotte, on appelle ça une stalagmite. Donc, ce que c'est que tu as de l'eau avec des minéraux qui coulent et qui s'accumulent. Un peu comme les glaçons, mais l'hiver, mais en envers. Il en va d'une histoire similaire concernant les stalagmites et les stalactites que nous retrouvons dans les grottes du monde entier. Donc, la stalactite, c'est celle qui part d'en haut vers le bas et la stalagmite, c'est celle qui part du bas vers le haut. Donc, on voit ici ce qui descend vers le bas, on voit ici ce qui monte vers le haut. Donc, les évolutionnistes vous diront que celles-ci sont l'emproduit d'une formation sur le sol d'une grotte et des souterrains par la chute continue, mais encore une fois, très lente de l'eau calcaire sur des centaines de milliers d'années. C'est très important de beaucoup d'années. Et voici donc une série d'objets calcifiés ou pétrifiés qui datent de moins de 100 ans. Un nounours en peluche, complètement pétrifié. Date de moins de 100 ans. Dans certaines conditions, la fossilisation ou la pétrification peut se produire très rapidement. De nombreux matériaux se perminéralisent. Je n'utilise pas souvent ce mot-là. Perminéralisent rapidement, donc, ou se transforment en fossiles, dont cet ours en peluche. Pensez-vous qu'il y a des millions d'années? J'en doute. Toi, tu penses que oui? Donc, encore une fois, une botte de cow-boy avec un pied du cow-boy pétrifié. Pensez-vous qu'il y a des millions d'années? C'est vraiment dans un musée. Autre chose, un chapeau qui est fossilisé, qui est complètement pétrifié. C'est un chapeau assez moderne, donc moins de 100 ans, encore une fois. Et une échelle complètement pétrifiée, qui a moins de 100 ans dans une grotte, en fait une mine. Des fruits complètement pétrifiés. J'ai vu des cornichons, tout vu, complètement pétrifiés, moins de 100 ans. L'idée que la fossilisation prend plusieurs milliers d'années n'est pas scientifique. Encore une fois, par conséquent, l'idée que l'ensemble des fossiles sont tous anciens n'est qu'une hypothèse théorique. Qu'est-ce que je disais tantôt? Si c'est pas de la science, c'est de la théorie. Si c'est de la théorie, c'est pas parce que tu dis que c'est le sarreau de Jean Coutu que ça fait que c'est scientifique. Cornichon pétrifié. Trop dur pour les dents. Bon, regardez bien ça. Julio, on avait parlé de ça un peu. Il y a ton tuyau de la ville que tu penses que ton eau est bien bonne et bien propre, ça a l'air de ça. Et ça, c'est une accumulation calcaire qui se passe à l'intérieur du tuyau des villes. Il faut qu'il échange parce que dans certaines villes, jusque l'eau est dure, principalement en Europe, c'est très fort. Donc, les tuyaux deviennent complètement pleins de calcaire. C'est le même principe que quand on a des pierres au rein ou à la vésicule biliaire. Donc, ça, c'est des pierres qui se sont formées dans les reins. 420 pierres au rein sorties d'un patient.
Écoute, Nassib met dans son driveway. La formation du charbon, selon les théoriciens évolutionnistes, donc on passe du calcaire à la aussi la pétrification, on passe aussi la fossilisation, maintenant on est rendu la formation du charbon, selon les théoriciens évolutionnistes. Donc on voit ici la ligne de charbon dans la couche de strate. C'est clair? Le charbon est un combustible fossile solide, noir et qui contient une grande quantité de matière de base de carbone, environ 50% de son poids, c'est du carbone. Donc, il y a certaines qualités de charbon, plus que le carbone est présent, plus que la qualité de charbon est bonne, plus une matière combustible. La formation du charbon prend un temps considérable de l'ordre de quelques millions d'années, selon, encore une fois, ça prend beaucoup d'années. Et les premières unités rocheuses charbonneuses sont apparues il y a environ 290 à 300 millions d'années. Il faut toujours que ça rentre dans la théorie de l'évolution. Longue et prend bien du temps. À une époque connue sous le nom de la période des Carbonifères, de plus, il existe de vastes gisements de charbon datant du Crétacé, il y a environ 64 à 144 millions d'années. Et si c'était autre chose? Dans cette partie de l'étude, nous allons voir si les énoncés suivants sont véritables. Est-ce que le déluge d'eau pourrait fournir une explication aux multiples gisements de charbon? Et est-ce que la formation du charbon prend réellement des millions d'années? Ça vous intéresse de savoir ça? Vérifions premièrement cet énoncé. Il existe de vastes gisements de charbon datant du Pennsylvanien, environ 290 à 360 millions d'années. Donc, le Pennsylvanien, c'est à peu près cette région-là, tandis que nous autres, on est ici. Souvenez-vous, un grand scientifique en géologie a dit, est-ce que quelqu'un se souvient? Les roches datent bien les fossiles datent encore mieux les roches, ou vice-versa. Les roches datent les fossiles, mais les fossiles datent les roches avec encore plus de précision. On avait vu ça comme étant une pensée circulaire. Un date l'autre, mais l'autre date encore mieux l'autre que l'autre. Ce système de calcul, je pense qu'il ne voulait pas dire son nom, ce système de calcul évolutif implique donc un raisonnement circulaire. Donc, vous vous souvenez, ça, c'est le mont Sainte-Hélène, donc qui était comme ça, il a explosé, donc qui a couché un paquet d'arbres, puis il y a le lac ici qui est emprisonné avec 1 million au-dessus de troncs d'arbres dans le lac. On avait vu ça la dernière fois. Encore une fois, les événements catastrophiques liés à l'éruption du mont Sainte-Hélène nous aident à comprendre que le déluge d'eau de la Genèse peut nous aider à identifier la source de tout ce charbon que nous trouvons aujourd'hui. Au mont Sainte-Hélène, nous avons pu observer que les troncs d'arbres multiples flottant sur le lac ont été dénudés de leurs écorces. Vous aviez vu ça? Il n'y avait pas d'écorce sur les arbres. Il n'y avait pas d'écorce. Et où l'écorce? Pourquoi il n'y a pas d'écorce? Toute cette écorce s'est empilée sur une épaisseur de plus d'1 mètre au fond du lac. C'est ce qu'on observe. Cet amas d'écorce se transformera éventuellement en une couche de charbon. En fait, c'est comme les troncs d'arbres flottent, ils se frottent ensemble, l'eau rentre à l'intérieur entre l'écorce puis l'arbre, donc le bois de l'arbre, et l'écorce tend à un moment donné s'enlever, se remplir d'eau, caler au fond. L'arbre reste à la surface, fait qu'il se fait une couche. Première couche qui se fait, grosso modo, c'est une couche d'écorce. Si avant le déluge, il y avait plus de surface terrestre, parce que s'il y a eu de l'eau, on a plus d'eau maintenant, donc il y a moins de surface terrestre, avec une végétation mature et plus abondante. Si certains des arbres, selon les conditions climatiques, étaient plus gros, tels les séquoias géants, avec une écorce encore plus épaisse que la plupart des arbres actuels, parce qu'il y avait des géants dans ce temps-là, serait-il possible que le déluge soit la cause de toute cette abondance de charbon actuel? Est-ce que ça serait possible? Est-ce que ça serait une autre théorie qui serait valable?
Parce qu'oubliez pas, les moqueurs vont oublier que le monde a été changé par un jugement qui a été le déluge de Noé. Donc, ils vont ignorer ça, ils vont volontairement ignorer. Puis comment qu'ils ignorent ça volontairement? En disant, il y a des millions d'années. Au lieu de dire, ben, il y a 4400 ans, il y a un déluge. L'ironie est que les pseudo-scientifiques s'accordent tous pour dire que l'ensemble du charbon qui se trouve dans les profondeurs de la surface de la Terre entière a tous été formés pendant une seule et même période de temps. Ils disent tout. Il y en a partout à grandeur du monde, ils disent, ben, ce qu'on voit, c'est que ça a dû être formé tout en même temps. Mais oui, il y a eu un déluge global il y a à peu près 4400 ans. Hein, en veux-tu du charbon? Selon eux, cette période date de plus ou moins 300 à 360 millions d'années, selon eux. Puis il n'y aura jamais plus une quantité de charbon comme ça. Ça n'arrivera plus. Il n'y a rien qui pourrait faire ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas autant de surface terrestre et autant des gros arbres matures aujourd'hui qu'avant le déluge. Il y a quelque chose qui explique ça. Donc, le monde d'avant était différent. La vérité est que nul ne sait combien de temps cela prend pour que le charbon se forme à l'état naturel. Nobody knows. Personne ne le sait. Tu peux dire que 300 millions d'années, 100 ou 60 ou 65. Personne ne sait pour le vrai, parce qu'il n'y a personne qui était là le 100 ou 65 millions d'années. Les données de cette théorie sont basées sur des présomptions géologiques et non scientifiques, car elles ne peuvent être observées, mesurées ni répétées. Ce n'est pas de la science, c'est de la théorie. Mais tout le temps, il faut tout le temps que cette théorie-là fit l'autre théorie. Donc, un mensonge pour couvrir un autre mensonge, pour couvrir un autre mensonge, jusqu'à temps que tu aies l'air fou. Puis là, il commence à avoir l'air fou. Parce qu'à un moment donné, tu te plantes dans tes mensonges. Serait-il possible que l'événement global qui a fait en sorte que le charbon soit à plus ou moins la même profondeur sur l'ensemble du globe soit nul autre que le déluge de Noé? Ben oui, c'est possible. C'est ma théorie, en tout cas. Paraît-il que le charbon doit absolument prendre des millions d'années de formation à l'état naturel. Vous vous souvenez, en 300 millions d'années, 290 millions d'années, 65 millions d'années, ils sont comme pas sûrs. Paraît-il. Savez-vous c'est quoi, ça? C'est un four à charbon qui est à Port-Neuf, au Québec. Ce que tu fais, c'est que tu mets du bois là-dedans, tu l'entasses. Là, ça coule. Là. OK? Pourtant, nous fabriquons encore ici au Québec de grandes quantités de charbon de bois de manière ancestrale en quelques heures seulement. Eh bien, tout. Spécial. Charbon de bois du terroir. Une vérité absolue. Là. On n'a pas besoin. Donc, t'as besoin de quoi? Tu as besoin de la chaleur puis du bois. Pas besoin de nécessairement beaucoup de temps. Tu as besoin de la pression. L'industrie forestière du Québec est une des plus grosses industries de cette province. On est d'accord? Ça, puis les patates, maintenant, grosso modo. Donc, ici, c'est une usine. J'ai déjà visité à Maniwaki. J'étais allé avec Serge, en fait. Lui, il m'attendait dans le char, mais j'ai visité une grosse usine à Maniwaki de bois. J'ai été étonné parce que c'était énorme, énorme. C'était tellement gros. J'ai été intimidé là, avec une guérite en rentrant. C'était gigantesque. Avec des vannes, avec du bois dessus. Puis, tu sais, des trains routiers. Tu as deux vannes, deux comme... D'immenses usines de transformation de matières premières sont complètement indépendantes du réseau hydroélectrique du Québec. Comment ça? Car celles-ci carburent à l'écorce des arbres qu'ils abattent chaque année. Quand le gars m'a dit ça, il dit toute l'électricité ici, puis ça, c'est des grosses machines, là, des scies, là, des convoyeurs, tout 100% indépendant, qui carburent sur l'écorce des arbres qui abattent. Comme si c'était du charbon. Puis j'ai demandé, je vois, mais à un moment donné, ils n'arriveraient pas à court. Ils disent, on en a encore pour 100 ans. That's all, folks. À la semaine prochaine.